Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir un invité spécial, Asalfo du groupe Magic System. Aujourd'hui, il nous partagera son avis et son expérience sur la question des droits d'auteur et des droits voisins. Lui-même, qui a écrit un mémoire sur l'automatisation des droits d'auteur, viendra nous partager son expérience au cours de cette émission spéciale. Merci à vous de nous suivre sur nos différents canaux de diffusion, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram et tout ce qui va avec. Merci. Bienvenue à vous Monsieur Asalfo. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un sujet essentiel pour les artistes. Le sujet, c'est les droits d'auteur et les droits voisins. Ces droits qui sont hyper cruciaux pour les artistes et qui délimitent leur rémunération et tout ce qui entoure la musique de tout artiste, que ce soit des artistes dans le milieu musical, littéraire ou toute autre forme d'artiste. Donc nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un éminent artiste du continent, Asalfo du groupe Magic System. Bienvenue sur notre site, sur notre chaîne CFT. Merci beaucoup de me recevoir. Merci beaucoup. Vous êtes donc un acteur de la musique ivoirienne et africaine. Aujourd'hui, on se voit justement parce que vous avez écrit un mémoire sur le sujet, un mémoire pendant que vous avez fait vos études dans une école HEC. Et c'est surtout ce qui m'a beaucoup plus intéressé pour que nous puissions en parler, pour que vous puissiez partager surtout votre expérience sur les droits d'auteur, ce que vous avez vécu, ce que vous voyez, ce que vous pensez qu'il faut améliorer. Et ce sera aussi l'occasion de parler aussi de votre solution digitale, hein, d'ailleurs, qui est utilisé par un certain nombre d'États et un certain nombre d'administrations dans ce secteur-là. Est-ce que déjà vous pouvez m'en dire un peu plus sur déjà votre parcours et sur l'idée de ce mémoire-là? Déjà, mon parcours, il est scindé en deux parties. Bonjour déjà aux téléspectateurs ou à ceux qui nous suivent par le canal d'Internet. Il faut dire que mon parcours, il est scindé en deux. Il y a le parcours artistique avec une carrière que j'ai plus ou bien menée avec le groupe Magic System. Et nous sommes à l'orée de nos 30 ans de carrière. Et puis, il y a eu le parcours académique où je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait quand même me pencher sur les problèmes qui minent le secteur de la musique, et plus particulièrement le domaine des droits d'auteur. Et donc, j'ai suivi un parcours académique au sein de la prestigieuse école HEC pour avoir tous les prérequis pour pouvoir être outillé, pouvoir affronter ce défi-là, parce qu'il fallait non seulement une dose académique, mais nous sommes à l'ère de la technologie. Donc, il fallait avoir toutes les données pour pouvoir activer entre guillemets, le combat que je voulais mener pour les droits d'auteur. Voilà. Merci. En tout cas, c'est très impressionnant de voir, d'avoir plusieurs cordes à son arc. D'abord, d'être artiste et après, de basculer vers un parcours scolaire qui n'est pas un des moindres, en plus avec une prestigieuse école comme HEC. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée d'écrire en mémoire sur les droits d'auteur, sachant qu'on est dans un continent où il y a quand même la question des droits d'auteur qui se pose régulièrement pour les artistes qui ne connaissent pas vraiment grand-chose. Est-ce que toi, déjà, dans un premier temps, tu peux déjà plus ou moins nous définir c'est quoi les droits d'auteur et les droits voisins? Comment tu le perçois toi? Comment tu peux le définir? Moi, les droits d'auteur, si je veux aller dans une définition plus basique, c'est des droits qui reviennent à quelqu'un qui compose une musique ou une chanson, quelqu'un qui met à disposition son esprit pour créer une œuvre qui doit bénéficier des droits liés à cette œuvre. Donc c'est après que c'est décliné en plusieurs droits, les droits de reproduction mécanique, les droits d'exécution publique, les droits voisins, et tout ça réuni dans une assiette qu'on appelle les droits d'auteur. Alors, concernant l'Afrique, j'ai fait un constat qui était celui de voir que les auteurs-compositeurs africains vivaient moins de leurs droits d'auteur parce que je ne dirais pas que le milieu n'était pas organisé, mais on n'avait pas les outils nécessaires afin de pouvoir faire bénéficier
de manière juste les droits aux auteurs et compositeurs. J'ai eu la chance d'appartenir à une maison de droits d'auteur en Afrique et à une maison de droits d'auteur en Europe. La différence est tout de suite là quand on nous donne nos relevés de compte. Et après, j'ai compris que... Voilà, qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est les données. C'est les données. Ici, on s'appuie sur des bases de données crédibles, sur des bases de données qui sont fiables pour pouvoir faire ces répartitions. Et parce qu'on a des moyens logistiques et technologiques pour pouvoir mettre en place ces données-là. Contrairement à l'Afrique, qui était beaucoup à la traîne, c'est vrai qu'il y a quand même un effort qui est fait du côté des organismes de gestion collective. Et c'est cet effort-là que moi, je voulais appuyer. Vous savez, un combat, on ne le mène pas pour soi-même, on le mène pour des générations à venir. Donc c'est maintenant qu'il faudrait prendre le taureau par les cornes, de sorte à ce que les générations qui arrivent ne subissent pas à ce que nous avons pu subir à notre époque. D'où ma volonté de repartir à l'école. Et quand je suis arrivé à HEC, la première des choses que je voulais avoir, c'est d'avoir tous les prérequis nécessaires pour pouvoir faire face à ce défi-là, qui était le défi d'apporter plus de consistance à la récupération et à la répartition des droits d'auteur en Afrique. Oui, parce que là, tu parles dans ton mémoire, tu parles de droit automatisé. Donc, oui. C'est-à-dire qu'il y a un certain processus d'automatisation de collecte de ces droits-là. Est-ce que tu penses que déjà, dans un premier temps, il ne faut pas déjà parler d'éducation des jeunes artistes ou des aspirants avant même de parler d'automatisation? Non. Vous savez, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de se faire vacciner s'il n'a pas de vaccin. Il ne faudrait pas qu'on rentre dans ce genre de jeu à qui on donne la faute, à qui on ne donne pas la faute. Il faut mettre les infrastructures nécessaires et après, maintenant, sensibiliser. La sensibilisation vient après. Parce que tu ne vas pas aller demander à un artiste de mettre des métadonnées dans son œuvre si tu n'as pas un système de récupération automatisé des données. Donc, pour moi, il y a des étapes nécessaires. Et la première étape était de pouvoir mettre des outils qui peuvent, comme ça se fait ici en France, des outils qui peuvent récupérer ces données-là. Et donc, quand je suis arrivé pour ma soutenance de thèse, j'ai voulu écrire mon mémoire autour de la récupération automatisée des données dans des espaces de diffusion. Et ça, comment on le fait concrètement? Mais c'est simple parce que déjà de manière analogique, ça se faisait avant. On demandait aux disques jockeys d'écrire leur playlist. Les playlists. On demandait aux radios de déposer les playlists de diffusion. On le faisait. Mais aujourd'hui, à l'ère du digital, à l'ère de l'intelligence artificielle, on ne peut plus demander à quelqu'un de trouver un stylo dans la nuit, dans sa cabine, d'écrire tout ce qu'il joue, surtout que les DJ, c'est des compiles. Et donc, si on veut, après même, pour la traiter de données, et pour les traiter de données, c'est des piles et des piles de données qu'on va traiter de manière... Ça demande quand même une certaine logistique technologique. Est-ce qu'aujourd'hui, les États africains, parce que c'est aujourd'hui la problématique, elle est plus à ce niveau-là, est-ce qu'ils ont les moyens aujourd'hui de financer des outils technologiques pour collecter automatiquement ces données-là? Parce que je prends un exemple. Aujourd'hui, on a des solutions, on ne va pas faire des pubs, mais Shazam, par exemple, qui peut collecter, qui peut récupérer un son et l'identifier à travers l'application. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, en Afrique, on a les moyens de pouvoir mettre en place ce type de structure? Shazam n'a pas été financé par un État. Je crois qu'on a les ingénieurs qu'il faut sur notre continent. C'est des solutions endogènes que nous voulons mettre en place. C'est des startups qui se créent, accompagnées par des business angels ou accompagnées par des fonds d'investissement qui trouvent l'idée géniale. Donc, c'est à nous de trouver les idées autour de ce que nous voulons faire et de proposer. La seule chose qu'on demande à l'État, c'est sa volonté politique à accompagner, parce qu'il faudrait qu'il y ait des réformes pour accompagner tout ce qui est créativité, tout ce qui est mise en place d'entreprises technologiques, l'accompagnement des startups,
à ce niveau, on demandera à l'État de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, même avec la solution que nous mettons en place, on a essayé de prendre des ingénieurs ivoiriens. Ça a été fait par des ingénieurs ivoiriens? Par des ingénieurs ivoiriens, parce qu'on voulait une solution endogène à 100%, parce qu'on courait toujours à l'extérieur pour aller chercher ce dont on a besoin. Or, c'est nous qui maîtrisons notre environnement et on estime que nos ingénieurs savent ce que c'est un maquis. Ils savent ce que c'est qu'un kiosque à café. C'est vrai. Ils savent ce que c'est qu'un un restaurant en plein air. C'est des choses qu'on ne trouvera pas ici. Donc, on ne peut pas demander à un ingénieur qui ne maîtrise pas l'environnement de créer une solution technologique qui va s'adapter à un marché qu'il ne maîtrise pas. Voilà, un marché qu'il ne maîtrise pas. Ouais. Donc, pour nous, ça a été très, très, très important d'abord rendre cette solution endogène. On a trouvé des ingénieurs ivoiriens, africains même, je dirais, parce qu'on a des ingénieurs ivoiriens et camerounais qui travaillent autour de ce projet et dont les résultats sont palpants parce qu'on a fait quand même un POC géant, même avant ma soutenance de thèse, et les résultats qui ont été fournis sont des résultats, mais je voudrais plus que satisfaisants. Franchement, c'est intéressant. Voilà. C'est intéressant. Et moi, autre chose que je voulais savoir, est-ce que tu penses qu'au-delà de ce type de solution, est-ce qu'il y a une nécessité de former les jeunes sur la question de droit d'auteur? Parce qu'il y a pas mal de débats sur le sujet aussi. Oui. Est-ce que tu vois, est-ce que toi, il y a des formations que tu préconises en amont ou en aval pour les jeunes artistes? On fait des rencontres. On fait des rencontres à tout moment. Pendant le FEMUA, il y a le Carrefour Jeunesse où on donne... tous les jeunes n'ont pas accès à vous. Tous les jeunes, non, mais si, c'est ouvert, c'est gratuit. On demande à tout le monde de venir. Il y a des artistes qui viennent, il y a des managers qui viennent. C'est de la formation. Je prends le cas mon frère Alif Naba au Burkina, qui chaque année aussi réunit des acteurs autour de son projet et qui les forme. La formation est le pilier de tout ce que nous sommes en train de faire. Et quel type de formation pour toi qu'il devrait faire, par exemple? Est-ce que c'est du droit? Est-ce que c'est du management? Enfin, c'est tout. Parce que c'est un écosystème. Et il peut y avoir un goulot d'étranglement quelque part si on ne maîtrise pas ce secteur. Donc pour moi, c'est à tous les niveaux qu'il faut former. Dans le management, il faut sensibiliser dans la mise en place d'un projet artistique. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui sortent des albums sans des métadonnées, mais sortir un album sans métadonnées, c'est comme mettre un enfant au monde sans lui donner un extrait de naissance. On ne pourra jamais le scolariser, on ne pourra jamais soigner cet enfant. C'est quoi une métadonnée pour les profanes? Des métadonnées, c'est des données qu'on insère dans un disque, dans un album, dans un titre. C'est des codes qui sont insérés dans un titre. Une métadonnée, c'est comme un extrait de naissance sous lequel il y a le nom, le prénom, la date de naissance, le nom du père, le nom de la mère. Pour un titre, c'est pareil. Il faut qu'on sache qui est l'auteur, qui est le compositeur, qui est l'arrangeur du titre, qui a écrit la chanson, et le titre appartient à quel producteur. Ce sont ces données-là, quand elles sont récupérées pour la répartition, on sait à qui on doit donner quoi. Il y a plus de simplicité dans la répartition. Il y a plus de simplicité dans la répartition. D'accord. Mais quand on ne sait pas qui a chanté, on ne peut pas savoir à qui donner l'argent et on ne peut pas savoir à qui appartient la chanson. Donc, pour toi, aujourd'hui, un artiste, il y en a beaucoup d'artistes qui ne savent pas grand-chose sur la question. Oui. Comment ils doivent s'y prendre pour protéger leurs œuvres au départ? Oui. Comment est-ce qu'ils doivent faire? Mais pour protéger quelle est la première étape surtout la première étape, c'est l'insertion des métadonnées. On finit de chanter en studio, c'est bien. Mais quand la chanson sort, elle appartient à qui? Aujourd'hui, il y a des artistes qui veulent seulement paraître à la télé, avoir les clips tournés sur des plateformes et tout. Mais même les plateformes, quand elles ont vos clips et vos chansons, à un moment donné, si elles cherchent à vous rémunérer, elles ne vous retrouveront pas parce qu'elles ne savent pas. À qui? À qui appartient. Si je dis tout de suite que je joue un titre, le chanteur, il s'appelle Assalfo. Ouais, il s'appelle Assalfo. Le nom du titre, on ne le connaît pas. Qui a fait la musique pour qu'Assalfo chante dessus? On ne sait pas.
Qui a produit cet album d'Assalfo par rapport aux droits voisins et tout, on ne sait pas. Qui a joué la musique, qui a joué la guitare, qui a joué la batterie, on ne sait pas. Même quand on recueille de l'argent sur ce titre, on donne à qui? Mais au niveau des répartitions, ça c'est une question qui m'est venue tout de suite en tête. Au niveau des répartitions, est-ce qu'il y a un barème précis ou non, on s'arrange il n'y a pas un barème précis. Tout dépend, c'est des arrangements d'abord entre les différents les producteurs. différentes parties qui ont composé cette musique. On arrive, c'est des répartitions qui partent sur la base de 100%. Sur les 100%, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai 12,5% en tant qu'auteur? Est-ce que j'ai 50% en tant qu'arrangeur? Est-ce que j'ai 20% en tant que... Il y a tout ça qui sont répartis. Et c'est pourquoi les droits d'auteur concernant les auteurs-compositeurs sont à la SACEM. Concernant les producteurs, on trouve à la SPPSC, que je me retrouve, parce que la SCCP, voilà, la Société civile pour les producteurs de phonographie et tout ça. Et puis, il y a pour les interprètes qui est à l'ADAMI et les musiciens à la SPEDIDAM. Donc, chaque tranche a son canal et les OGC sont répartis sur plusieurs canaux. Donc, chaque secteur va recueillir les droits de son sociétaire et pour lui donner, l'aspect d'Idam dira au musicien, voilà ce qui t'est revenu sur cette chanson. La dame dira à son interprète, voilà ce qui t'est revenu. Et la SACEM dira à son auteur-compositeur ou à son éditeur, voilà ce qui t'est revenu. Donc, tout est tellement organisé. Mais si on n'est pas organisé dans la déclaration de l'extrait de naissance de la chanson, c'est difficile après de faire les répartitions. Et quand on a fait une œuvre, par exemple, et qu'on on se rend compte que, par exemple, elle a marché, elle a fonctionné, comme on le dit dans le jargon, comment en tant qu'artiste, on fait pour récupérer ces droits? Est-ce qu'il y a un timing précis ou est-ce qu'on attend juste d'être contacté par la maison d'édition? Ça se passe comment? Non, les droits d'auteur, c'est déclaratif. C'est pas parce qu'on t'a vu à la télévision ou on t'a entendu à la radio que tu as des droits. Oui, automatiquement, tu as ces droits. Mais tu n'as pas la répartition automatique de tes droits. Les droits d'auteur, c'est déclaratif. Il faut que tu ailles dans une maison de droits d'auteur. Il faut que tu ailles déclarer. Je m'appelle Traoré Salif. Mon nom d'artiste, c'est Assalfo. J'ai 6 chansons à déclarer. Et dans les 6 chansons, les métadonnées sont inscrites. Vous saurez qui est mon éditeur, qui est mon arrangeur, avec qui j'ai fait la composition, avec qui j'ai coécrit la chanson. C'est à partir de ce moment... Et donc toi, en tant qu'artiste, quand tu le fais, est-ce que ça peut pas poser, il peut pas avoir plus tard, ou dans les jours qui suivent, est-ce qu'il peut pas avoir un conflit d'intérêts si celui qui n'est pas peut-être l'auteur de cette œuvre fait peut-être une déclaration? Moi, admettons, tu fais une musique et je vais déclarer à la SACEM, je dis c'est moi qui l'ai fait cette musique, par exemple. Oui. Est-ce qu'après, il peut pas avoir un conflit d'intérêts? Est-ce qu'il n'y a pas eu des cas d'arnaque? Il y a eu des cas. Il y a des gens qui ont déclaré des chansons où des gens sont allés porter plainte. Vous dites, soit c'est moi qui ai créé cette chanson, et dès que la preuve est apportée que cette chanson existait avant, mais cette chanson, tous les droits vont en répartir. S'il a déjà encaissé, enfin, comment pour le recouvrement, comment on fait? Par exemple, toi, tu fais un morceau. Moi, on m'a déjà... Je te donne un cas, il ne faut pas qu'on tourne. Il y a eu un cas où, par exemple, on s'est trompé et on m'a versé les droits d'auteur de Mokobé. Parce que lui et moi, on s'appelait Traoré. Ah, d'accord. Et on a versé ces droits d'auteur sur mon compte. Et c'est après qu'on s'est rendu compte. On ne me demande pas à moi d'aller rembourser à Mokobé ce qui est venu sur mon compte. Ça devient un crédit sur mon compte pour mes prochains droits. Et comme les droits d'auteur sont indéfinis, tant que tu finiras pas de rembourser ces droits d'auteur... Là, il y a un petit piège, parce que, admettons, toi, Mokobé, c'est un grand artiste, d'ailleurs, qu'on salue au passage, mais... toi, peut-être des droits qui peut-être avoisinent ceux de Mokobé. Mais admettons que moi, je sois un artiste en herbe et moi, j'ai encaissé, parce qu'on a peut-être le patronyme qui se ressemble, j'encaisse ton argent qui est énorme. Non. Après, je fais comment? Est-ce qu'il y a des voies de recours pour l'artiste en question ou pas? Non, c'est pas comme ça. Mokobé et moi, c'est parce qu'on a fait une même chanson. Ah, d'accord, sur la même œuvre, ok. C'est sur la même œuvre. On a fait Bouger, Bouger sur la même œuvre. Et sur la même œuvre, il y a les répartitions Traoré, ça part.
Mais là, c'est pas que Mokobe... La maison de droit d'auteur doit tout de suite reverser ce qui est dû à Mokobe. La dette est entre la maison de droit d'auteur et moi, qui va recouvrer, qui va retirer tout ce qu'elle a donné à Mokobe sur mes droits, mes futurs droits d'auteur. Et donc, c'est comme ça. Tout est tellement bien organisé dans les maisons de droit d'auteur que personne ne peut être spolié. Est-ce que c'est pareil, l'organisation? Toi, quand tu regardes l'organisation, est-ce que c'est pareil ici et là-bas, enfin, d'un point de vue de récolte? Tu m'as dit, tout à l'heure, tu as dit que c'est pas pareil. C'est pas pareil, même si on a les mêmes conventions. Hein. C'est des conventions qui ont été signées de longue durée et je crois que tout le monde sait que la SACEM est l'une des plus vieilles maisons de droit d'auteur. Donc, c'est sur un peu le modèle de la SACEM que les maisons de droit d'auteur en Afrique francophone ont été mises en place. Il y a eu des formations, il y a eu des choses seulement. On n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes technologies. Donc, il peut y avoir, voilà, à un moment donné, des choses qui ne sont pas forcément pareilles, même si les lois sont les lois, c'est des lois similaires. Les lois ne sont pas adaptées qu'à des pays, c'est des lois générales. Il faut les adapter en fonction des réalités. Il faut les adapter en fonction des réalités. Et voilà. Moi, je voulais savoir, vous, Magic System, par exemple, quand vous voulez mettre en place un projet ou une œuvre, est-ce que vous avez un processus particulier pour vous assurer que vos droits vont bien vous être reversés, par exemple, pour que les jeunes que nous suivent puissent à peu près suivre si possible? Est-ce que vous avez un processus particulier? Est-ce que tu peux nous partager? Oui, il y a un processus particulier. Déjà, il faut que les parties prenantes s'asseyent pour se mettre d'accord sur ce que chacun a. Ouais, parce que là, je pose la question parce que dernièrement, avec le cas du coup du Mato, il y a eu vraiment cette question. Qui a droit, qui n'a pas droit, pourquoi et à quel pourcentage? Donc la question c'était vraiment pourquoi depuis le départ, il n'y a pas eu cette... Mais pourquoi la question est posée? La question ne doit pas être posée. Parce que s'il y a répartition, jusqu'à ce que nous sachions qui a 1%, qui a 2%, qui a 3%, c'est qu'il y a eu signature. Donc, quand quelqu'un a signé sur un papier, c'est qu'il a accepté ce qu'on lui a donné. Sinon, l'opposition se serait faite dans la maison de droit d'auteur. On n'est pas d'accord et il n'y aurait jamais eu de répartition. Mais il y a répartition que quand tous les acteurs ont signé et ont été d'accord sur les répartitions. Donc, tous les palabres que nous faisons, c'est peut-être des palabres d'Internet, on rentre dans des émotions, on part de gauche à droite et tout. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un, tiens, tu as 1%, forcé, prends ça. Ben non. Si la personne n'a pas signé, on ne lui donnera pas 1%. La personne a vu 1% devant son nom. Elle était déjà d'accord, il a vu, il a signé. Il était déjà d'accord, il a signé. Bon. Donc la discussion n'est plus à notre niveau. La discussion devait se passer en amont. En amont. À la SACEM, quand on envoie la fait, non, je ne suis pas d'accord. Quand tu me donnes 1%, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais si la personne ne l'a pas fait et que la personne a signé, c'est que la personne a considéré qu'elle mérite 1%. C'est ça. Elle était consentante dès le départ. Elle était consentante dès le départ. Donc, il ne faut pas rentrer dans les émotions. Bon, oui, c'est vrai. Voilà. On est d'accord sur ce sujet-là. Donc, toi, tu penses qu'aujourd'hui, est-ce que pour les artistes, les aspirants ou même les artistes en plein développement, tu penses qu'ils devraient avoir des ambassadeurs, des mentors dans leur domaine pour les accompagner, ou tu penses qu'il faut juste former, regarder les infos? Enfin, toi, c'est quoi ton conseil que tu pourrais leur donner, par exemple? Moi, je dis aujourd'hui, ils ont la chance que nous, on n'avait pas. Parce qu'à l'époque, quand nous, on s'est lancé dans le showbiz, on n'avait pas tous ces canaux-là, tous ces médias, tous ces réseaux sociaux où on peut être quelque part à Numambo et savoir ce qui se passe aux États-Unis dans l'industrie musicale. On a des tutoriels, on a des formations en ligne, on a des conférences qu'on peut aller voir. On a pas mal de choses où on peut aller se cultiver ou en savoir davantage. En plus de ça, on a des formations qu'on donne souvent. Mais vous donnez des formations sur le sujet? Oui, sur le sujet. D'accord. Mais vous allez remarquer que chaque fois qu'on invite les artistes à venir, ce n'est pas une priorité. La salle est pleine peut-être de d'autres personnes curieuses. C'est d'ailleurs pour ça que je veux apprécier
le petit Tamsir. Parce que je ne savais même pas qu'il suivait, qu'il écoutait mes vidéos, qu'il me suivait et tout. Il a fallu qu'un jour, il y ait une rencontre entre lui et moi pour qu'il me rappelle tout ce que j'ai dit dans telle vidéo qu'il a aidé. Et ça l'a aidé à se construire. Ça l'a aidé à avoir une orientation dans sa carrière. Donc, il faut que les gens se forcent. Aujourd'hui, on se lève, on peut rester chez soi et puis aller à l'école. On peut rester chez soi et puis se former. Donc, le conseil que je donne à ces jeunes-là, qu'ils aillent sur les sites. Il y a pas mal d'informations qu'on trouve ici ou là, même si toutes les infos ne sont pas les bonnes. Mais quand on recherche tout ça, on peut sortir quelque chose de bien qui peut s'aider et qui peut vous aider à mieux orienter votre carrière. Aujourd'hui, aussi, il y a l'évolution de pas mal de plateformes de streaming. Donc, il y a Spotify, on ne va pas tous les citer, Spotify, Apple, Deezer, tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a pas mal d'artistes qui ne sont pas forcément sensibilisés sur comment se passe la rémunération sur ces différentes plateformes. Est-ce que toi, tu pourrais peut-être partager une expérience là-dessus, ou si tu en sais quelque chose, pour qu'au moins ils puissent savoir? Parce que j'écoute parfois certains artistes qui n'y savent vraiment rien. Oui. Parce que c'est tout simple. Hein? Il y a le métier, chacun a son métier dans notre domaine. La déclaration est faite par le producteur quand ça va sur une plateforme. Avec le producteur, l'artiste fournit tous les renseignements nécessaires. Et quand l'artiste est déclaré dans une maison de droit d'auteur, l'artiste va toucher deux droits. Il y a ces droits de comment on appelle, reproduction mécanique, mais aujourd'hui, c'est des droits digitaux. Hein. C'est le streaming qui paye plus. Les disques ne se vendent plus. Donc, le streaming sur les plateformes Spotify, ça paye plus que les disques aujourd'hui? Non, ça ne vend des disques, on ne les vend plus. Mais et pourquoi les artistes aujourd'hui se plaignent? Cause, mais je sais que dans ta voiture, tu n'as même plus de lecteur CD. C'est clair. Mais c'est clair. Donc, aujourd'hui, ce sont les supports comme les clés USB, c'est comme les sites de streaming. Et encore, c'est voilà. les sites de streaming aujourd'hui. Voilà. Bon, les clés USB, ça c'est dans la copie privée, puisque on est déjà relevé sur la copie privée et tout ça pour payer. Les artistes touchent des droits sur la copie privée. Mais ce qui est les droits digitaux, les artistes, ce de quoi je parlais tout de suite, c'est ça. C'est si on a une bonne base de données insérée dans sa musique, on a un producteur qui a fourni toutes les infos nécessaires. On est déclaré régulièrement dans une maison de droit d'auteur. Après, le reste, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Mais attention, il y a des sites de streaming qui ne payent pas les maisons de droit d'auteur africains. Là aussi, c'est un problème. Ah, c'est une bonne question, parce qu'il y a des clips qui sortent ici. Par exemple, un clip qui est produit sur YouTube, qui sort avec des grandes maisons de disques ici, ce clip est rémunéré. Mais le clip africain qui sort sur YouTube au niveau de l'Afrique, c'est pas sûr que ce clip soit rémunéré. Donc les rémunérations, ce sera en fonction du pays déjà dans un premier temps et en fonction de la plateforme aussi. En fonction de la plateforme. Ça, c'est des questions pour lesquelles ils doivent se former, les artistes, pour la plupart. Justement, c'est un combat que mènent aujourd'hui les maisons de gestion collective en Afrique. C'est pourquoi je parle de volonté politique. Il faut qu'on commence à mettre des lois, il faut qu'on commence à dire des choses, il faut qu'on commence à légiférer sur la question parce que... ça, c'est un clin d'œil aux députés. Il faut quand même légiférer sur la question. Voter des lois pour protéger vos artistes. Oui, il faut voter des lois pour protéger les artistes. Parce qu'on a des lois archaïques, on a des lois qui datent de 400 ans après Jésus-Christ, qu'on ne veut pas mettre à jour. Et donc, vous savez très bien que les lois de 1980 ou 90 ne peuvent plus être adaptées aux nouvelles technologies. Donc, il faut mettre tout ça en place. Donc, pour améliorer ça, il faut d'abord une volonté politique. Et puis aussi, il faut que les artistes se rassurent que leur œuvre soit bien enregistrée dans une maison de disques pour la suite. Ce n'est pas les artistes qui doivent... Les artistes doivent... L'œuvre, vous remettez l'œuvre à une maison de disques. Ça, c'est un. Quand vous remettez l'œuvre à une maison de disques, pour nous qui avons travaillé avec des majors, on nous demande toujours de remplir l'extrait de naissance de nos chansons. Ouais. Premier Gaou, auteur-compositeur Traoré Salif Dia Salfo, arrangeur David Taïro,
producteur showbiz ou EMI Music, éditeur des labels, Sony Music Publishing, tout ça c'est marqué. Donc pour moi je crois que c'est... Mais il faut quand même de la formation. Je crois qu'on va, on va commencer à accentuer la formation. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour les artistes dans des écoles spécifiques? Parce que de mémoire, hein, j'ai pas l'impression qu'il y ait des écoles spécifiques dans ce domaine-là. Non. Même la France, qui est un pays développé, c'est maintenant avec le président Macron qu'a été mis en place le Centre national de la musique, où on nous forme à apprendre des choses sur la production, sur les éditions, sur des choses. Et je crois qu'à l'image de la France, c'est ce que nous devons faire en Afrique. Aujourd'hui, les deux pays qui sont africains qui sont les plus concentrés sur ce volet-là et qui vraiment ont des acteurs qui sont beaucoup introduits pour ça, il y a le Sénégal et la Côte d'Ivoire en Afrique francophone. Je ne sais pas pour l'Afrique anglophone, mais l'Afrique francophone, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais moi, je me posais la question parce qu'on a quand même, à Abidjan, on a quand même l'INSAC et qui ne fait pas des formations sur ce sujet-là. Ils ne font pas des formations sur le sujet de droit, sur le sujet comment accompagner les artistes pour leur dire des choses, pour pas qu'ils fassent des erreurs. Il n'y a pas ces formations là-bas aussi. Non, il n'y a pas. Mais il y a des petites formations un peu sur le continent. Je vous ai parlé de, par exemple, Alif Naba et son REMA au Burkina Faso. Les REMA, c'est des rencontres musicales et artistiques de Ouagadougou qui permettent à des artistes de se rencontrer, à des managers de se former, à l'industrie musicale de se retrouver pour pouvoir discuter autour des sujets, pour pouvoir se former. Et j'ai même amené des collaborateurs de Gaou Production en formation à maintes reprises là-bas. Donc pour moi, c'est pas seulement d'avoir une école de formation sur place, mais sur tout le continent, on a des activités et le REMA en fait partie. Ok. Selon toi, quelles sont les principales différences entre la gestion des droits d'auteur en Afrique, vraiment d'un point de vue très clair, entre la gestion en Afrique et ce qu'on voit en Occident? Et est-ce qu'en Afrique, on pourrait apprendre des systèmes européens et quels sont les points clés de ces systèmes européens qu'on devrait apprendre pour améliorer nos systèmes en Afrique? Il y a une seule différence, la donnée. La donnée. Les maisons de droits d'auteur en Europe ont des données. Les maisons de droits d'auteur en Afrique n'ont pas de données. Quand on ne sait pas qui chante, on ne saura pas qui payer. Donc, là où on doit mettre l'accent, c'est sur le développement de la technologie, l'investissement dans la technologie pour... On parle d'investissement, mais où tu trouves aujourd'hui les moyens pour ce type de système? Tu trouves les moyens où est-ce qu'aujourd'hui les droits d'auteur ou les bureaux de droits d'auteur en Afrique ont les moyens justement pour financer ça? Moi, ça c'est une question. Parce que déjà, au niveau de la répartition, il y a beaucoup d'artistes qui se plaignent déjà de pas être rémunérés comme il se faut. Est-ce que déjà ça, c'est réglé? Et deuxièmement, est-ce qu'on a les moyens de pouvoir financer ce type de technologie? Non. Les maisons, on ne demandera pas aux maisons de droits d'auteur de financer ce type de technologie, puisque généralement, c'est conçu par... Shazam n'appartient à aucune maison de droits d'auteur. On parlait tout à l'heure. Voilà. Aussi, donc, c'est des choses qui sont là, qui mettent en place, mais c'est de faciliter aussi la collaboration, de pouvoir aussi trouver un point synergique entre ceux qui mettent en place ces solutions et les maisons de droits d'auteur. Parce que ces solutions-là, quand on regarde les investissements qui sont faits dans le capital humain, pour pouvoir récupérer des données qui ne sont même pas souvent les plus fiables, je crois que ces fonds-là peuvent aider des entreprises technologiques à être plus efficaces et à donner un résultat plus cohérent. Et aujourd'hui, il y a un autre sujet aussi qui me tient un peu à cœur pour les artistes, c'est la piraterie. Oui. C'est un fléau quand même qui mine un peu malheureusement les artistes et cet écosystème. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses qu'il y a un moyen par lequel on pourrait lutter contre ce fléau qu'est la piraterie?
Mais il y a un moyen. Moi, je vous ai parlé, j'ai dit qu'aujourd'hui, la solution est d'ordre technologique. Mais comment tu fais aujourd'hui, quelqu'un qui reproduit un son qu'il récupère sur YouTube ou, enfin, je sais pas, sur une autre plateforme, qui la met sur une clé et qui la vend? Comment tu luttes contre ça? Mais déjà, la source, c'est YouTube. Déjà, comment tu récupères tes droits sur YouTube en tant qu'artiste africain déjà? YouTube ne paye pas les contenus africains en Afrique. Ah bon? YouTube ne les paye pas. Ça, c'est déjà une piraterie, mais une piraterie à col blanc. Ça, c'est déjà une piraterie. Ça, je savais pas. D'accord. Ça, c'est une piraterie. Ouais, quelque part. Donc, ils sont les premiers déjà. À part, oui, parce que déjà, il y a ça. À l'exception de certains pays africains, bon, en Afrique francophone, je crois qu'il n'y a que le Sénégal. Et même pas en Côte d'Ivoire? Non, pas encore. Donc, il faut voir... Donc, tous les artistes ivoiriens qui font des millions de vues sur YouTube et tout, pour toi, ils sont pas rémunérés? Ils font des millions de... Si ces gens-là sont affiliés à des structures qui sont en Europe, ces structures européennes... C'est bien à savoir ça, parce que parfois, je vois dans le débat public, hein, il y a depuis un moment la course aux millions de vues sur YouTube. Oui, mais tous ceux qui font la course aux millions de vues sur YouTube, il faut regarder, ils sont affiliés à des partenaires ou à des maisons de production qui sont en France et qui sont obligés de comptabiliser leurs vues sur YouTube. Les rémunérations se font en France avant de partir à Abidjan. Ça ne va pas aller directement à Abidjan. Ça, c'est la monétisation sur YouTube. C'est vraiment au niveau... Je sais de quoi je... Voilà. Et toi, donc, pour revenir à la question, c'est pour lutter contre ce fléau, tu dis qu'il faut déjà à la base régler la question avec YouTube. Voilà. Il faut régler la question avec YouTube. Après, je vous ai parlé que c'est d'ordre technologique. Trouver les outils nécessaires pour coder les œuvres, de sorte à ce que ces œuvres ne puissent pas, on ne puisse les pas reproduire aussi facilement. Qu'on ne puisse pas les reproduire aussi facilement pour amener tout le monde. D'ailleurs, ça me fait penser à un jeune artiste, un jeune Ivoirien qui avait créé un système, Didier, comment il s'appelait déjà, je ne sais plus, Didier quoi, qui avait créé un système pour pas que sur des CD, on puisse reproduire sur des CD, on puisse copier des musiques sur des CD. Exactement. Mais il est décédé il y a très longtemps, il y a 3-4 ans, il est décédé. Oui. Mais malheureusement, cette technologie, on aurait pu profiter de ce jeune-là. Oui. Mais seulement en Afrique, on ne croit pas en nos solutions endogènes. Ça, c'est un problème. On préfère, quand on voit, entre guillemets, c'est pas du racisme. Hein. On préfère, quand on voit un blanc avec un noir, on a plus confiance au blanc qu'au noir. Donc, ça ne donnera pas. Ou quand on voit quelqu'un qui vient de la France, qu'il soit noir ou blanc, du fait qu'il vienne de la France, de l'Espagne ou de l'Allemagne, on lui accorde plus de crédit que celui qui est à Yopougon, qui dit, écoutez, moi je l'ai fait, voilà. Donc, ça fait qu'on a pas mal de solutions qui peuvent venir de l'intérieur, mais en qui on ne croit pas. Regardez aujourd'hui, YouTube, Spotify, Deezer, c'est tellement dans la mémoire collective de nos acteurs de l'industrie musicale que aujourd'hui, nos solutions endogènes ne sont même pas vues, c'est-à-dire des solutions africaines. Est-ce qu'il y en a déjà? Il y a des bons plays et tout ça qui essayent, mais c'est vraiment à un bas niveau parce que c'est là. L'artiste aujourd'hui, quand il sort dans sa tête, c'est tout de suite YouTube. Spotify, avant de passer à autre. Ouais. C'est tout de suite Spotify. C'est tout de suite, même nous, deux qui sommes en train de parler, quand on monte dans nos voitures tout de suite pour chercher une musique, on ne va pas aller chercher site africain et tout ça. On va sur... Donc pour toi, il y a une sensibilisation aussi vers ces plateformes africaines aussi? Oui, il y a une sensibilisation, à faire. Mais il y a surtout une appropriation. Il faut qu'on commence à s'approprier nos propres solutions, qu'on te dise, voilà, tout peut venir de l'Afrique, il faut avoir... Donc pour lutter pour toi contre le fléau de la piraterie, il y a premièrement une volonté politique. Oui. Ensuite, il faut faire confiance à nos technologies. Nos technologies locales. Est-ce que tu as une troisième solution à nous proposer? Et après, on passera à la seconde question. Oui, il y a... Les solutions, il y en a à profusion. J'essaie de dire qu'aujourd'hui, en dehors de la volonté politique et de la mise en place des dispositions technologiques, il y a aussi la formation continue de nos acteurs culturels.
et surtout dans le domaine de la musique. Il y a beaucoup qui viennent à la musique par passion et ne cherchent pas à apprendre les rudiments de ce métier, les bases. C'est vrai que nous tous, nous sommes venus par passion, mais par la suite, on a voulu savoir ce qui s'est passé. Ça devient un vrai business. Et d'ailleurs, je t'ai entendu parler de ça. Tu disais, la musique, c'est la musique, mais ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que c'est aussi, et c'est surtout du business. C'est pas de la philanthropie. La musique, c'est du business. On entend des gens dire, ouais, je suis allé le voir pour me produire, il ne m'a pas produit, qu'est-ce qu'il fait pour la vie? Non. Pour faire des actions sociales, on a la Fondation Magic System. D'accord. On fait les actions sociales, on construit des écoles, on construit des hôpitaux, on fait tout. Mais pour la musique, ce n'est pas de la philanthropie. C'est du business, c'est une entreprise qu'on met en place où on fait ses calculs. Il faudrait que quand on fait son investissement, qui est ce qu'on appelle un ROI, il faut un retour sur investissement. Clairement, oui. Voilà. Mais toi, quand tu vois un artiste, qu'est-ce qui t'encouragerait, par exemple, à l'accompagner ou à le produire qu'est-ce que pour toi, quels sont les éléments que tu détectes? Tu dis, bon, celui-là, je peux peut-être le produire, puis je peux peut-être l'accompagner, parce qu'il est peut-être bankable. Mais on regarde sa démarche déjà. La démarche pour obtenir le rendez-vous. Quand il vient s'asseoir en face, la manière dont il présente son œuvre. Avant même qu'on écoute l'œuvre, on se dit, c'est quelqu'un... Il est professionnel ou pas? Voilà. C'est pas professionnel, peut-être comme il est débutant, il y a beaucoup de choses qui peuvent lui échapper. Mais tu regardes sa manière d'amener les choses. Sa manière de tu te dis, même s'il n'est pas, l'œuvre qu'il a amenée n'est pas une bonne œuvre, c'est quelqu'un qu'on peut accompagner parce que dans le temps, il peut être excellent. D'accord. Mais un artiste, tu lui donnes un rendez-vous à 9h, il s'amène à 13h. Et il te donne des arguments farfelus, à dormir debout. Il n'est pas cohérent dans sa manière de parler des choses. Il passe tout le temps à se dire ce qu'il a fait. Bon, c'est vrai qu'on aime ce qu'on a fait, mais l'humilité est une dose qui accompagne le talent. Donc, il y a tout ça. Et tout ça réuni, quand tu regardes, tu te dis, ah ben oui, lui, avec lui, on peut aller. Mais quand tu es un artiste qui... Tu le vois dès le premier temps, tu sais que dès le premier clash, celui-là, il va descendre dans les journaux, il va descendre dans les médias. Ce serait un artiste à scandale. Ouais. Or, le talent seul ne suffit pas dans ce métier. Il y a aussi toutes les valeurs qui doivent accompagner un artiste. Tu te dis tout de suite, pour faire le tri, il n'y a pas beaucoup. Hein. Sur 10, d'ailleurs, tu parlais de scandale. 3 ou 4, quoi. D'ailleurs, tu parlais de scandale. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal d'artistes en fait, qui profitent de ce qu'on appelle le buzz pour se faire connaître. Toi, quel est ton point de vue sur le sujet? Moi, je crois qu'avant, peut-être que je suis peut-être de la vieille école parce que quand même, ma carrière avec le groupe Magic System date de près de 30 ans. Et quand même, oui. Donc, c'est la vieille école. Mais à notre époque, on avait peur qu'on parle de nous en mal. On avait peur. À l'époque, on avait un journal chez nous qu'on appelait Top Visage et il y avait les potins. Ouais, je me rappelle. Personne ne voulait être dans les potins. Ouais. Personne. Mais aujourd'hui, que même si je connais un grand artiste qui disait que quand tu arrives à un certain niveau de ta carrière, le buzz, qu'il soit mauvais ou qu'il soit bon, c'est de la promo. Je ne suis pas trop d'avis avec ce point de vue, parce que pour moi, un artiste, c'est celui qui doit incarner de bonnes valeurs. Un artiste, c'est celui que beaucoup d'hommes regardent comme un exemple. Des gens ont ces photos dans leur salon, ont ces photos un peu partout chez eux, le regardent à la télé, l'écoutent dans la voiture avec les enfants. Donc, un artiste, c'est ces valeurs-là d'abord. Après, vous allez créer un buzz. Soit vous insultez, soit vous faites truc. Oui, c'est la culture de certains domaines musicaux. Ça, c'est la culture. Mais ce n'est pas parce que ça vient des États-Unis que ça doit rester comme ça. En Afrique, on a nos valeurs. On a nos valeurs, en Quand effet. on dit dans le rap, on doit s'insulter, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que moi, je connais des gens comme Soprano, avec qui on a travaillé. Je n'ai jamais entendu, ni dans une interview, ni dans un potin, qu'il a fait ci ou qu'il a fait ça. Mais ça ne l'a pas empêché de faire des stades de France, des vélodromes, de faire des tournées et d'être resté lui-même. Donc on peut faire le rap, rester sage, sans attaquer quelqu'un, sans buzz et avancer. Le talent seul peut faire avancer. Avec Premier Gaou, nous, on n'a pas connu de buzz. Le seul buzz, c'était le succès de la chanson.
Donc, aujourd'hui, je dirais aussi peut-être qu'à notre temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si chacun doit appuyer une gâchette pour pouvoir se faire voir, chacun a la manière de se promouvoir. Mais après, qu'est-ce qu'on laisse derrière en héritage? Ça, je sais pas. Quelle image on laisse surtout à Quelle la image on génération. laisse, voilà. Et toi, aujourd'hui, quand tu regardes le parcours de Magic System et ton parcours à toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que tu as bien fait ou que vous avez bien fait qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes là? C'est une expérience que tu peux partager pour les jeunes. Mais la première des choses qui frappe déjà au visage de tout le monde et qu'on ne cesse de nous complimenter pour, c'est le fait d'être restés ensemble. On a montré qu'un groupe musical peut être comme un club de foot. Plus les joueurs durent ensemble, plus il y a un système qui se crée, plus il y a... comment je peux appeler ça? Il y a un algorithme, on dit aujourd'hui, il y a l'algorithme, mais chez nous, il y a quelque chose qui se met en place. Donc, notre union, le fait d'être restés ensemble pendant longtemps, ça crée un mécanisme qui fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est un groupe homogène dans tout ce que nous faisons. S'il y a quelque chose que je ne regrette pas, d'ailleurs c'est ça, parce que j'aurais regretté si j'étais parti seul. Beaucoup disent aujourd'hui Asalfo. Mais c'est parce qu'Asalfo est issu d'un groupe qui s'appelle Magic System. Porte une énergie surtout. Qui porte une énergie qui est devenue comme une institution. Ça. Et quand on a la chance d'être à la tête d'une institution qui est forte, on devient automatiquement fort. Donc pour moi, il y a déjà ça. Après, il y a toutes ces valeurs que nous avons pu garder depuis le départ d'Anoumambo. Peut-être, j'ai dit qu'aujourd'hui, on dit j'ai fait HEC, Haute École de Commerce, mais je dirais qu'Anoumambo, c'est la Haute École du Courage. Ouais. Donc, ça nous a mis des valeurs, et ces valeurs-là, on a su les garder. Donc, s'il y a une chose qu'on ne regrette pas, c'est d'être parti de ce petit coin-là pour être là où nous sommes aujourd'hui, parce que ça nous a permis d'avoir une lumière sur notre chemin, et ça nous a permis de rester, d'arriver là où nous sommes et de rester nous-mêmes. Maintenant, après, s'il y a des choses qu'on a pu regretter, c'est pas vite mis peut-être à la formation, parce qu'on se serait formé un peu plus tôt, peut-être qu'on aurait évité beaucoup de choses à notre industrie. Mais mieux vaut... Vous avez connu des erreurs aussi, quand même, comme voilà. Tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que tu as un regard particulier sur la musique ivoirienne? Quand tu regardes un peu son évolution, parce que quand même 30 ans de carrière, est-ce que toi, tu as un regard particulier sur cette musique, la musique ivoirienne de manière globale? Qu'est-ce que tu pourrais dire? En fait, c'est deux flèches qui se dépassent. Ces deux flèches, il y a une courbe qui est descendante et il y a une courbe qui est ascendante. Jamais la musique ivoirienne n'a été aussi connue partout. Ça, c'est vrai. Que maintenant. Donc, on a une flèche ascendante sur la visibilité, la musique ivoirienne et tout. Maintenant, la flèche descendante, c'est les valeurs que la vieille école avait, qui ne sont plus là aujourd'hui. Aujourd'hui, on assiste à des artistes singles, entre guillemets, qui ont la notoriété après 2 chansons, 3 chansons, mais qui ne sont pas capables de jouer dans un concert d'1 heure ou de jouer dans de grands festivals. Et ça, elle est ascendante. On n'a plus beaucoup d'orchestres. Avant... Avec l'évolution de la technologie, ça devient difficile. On fait nos chansons dans des home studios. On ne prend plus le temps de travailler comme il se devait. Aujourd'hui, même avec un smartphone, on conçoit une chanson, une musique, et on peut le lancer. Donc, non seulement c'est facile de pouvoir monter, mais d'acquérir la célébrité au quart du tour. C'est-à-dire, en moins de 24 heures, quelqu'un peut devenir plus célèbre. Le tristement célèbre Balthazar, en Guinée équatoriale, aujourd'hui, on a vu comment ça fait le tour du monde. En effet. Ce n'est pas forcément une valeur pour l'Afrique, mais tout le monde en a parlé. Donc, avec les réseaux sociaux, on monte vite.
D'accord. Donc, il y a cet avantage-là pour la nouvelle génération d'être vite monté, d'être vite vu et d'avoir une visibilité que l'ancienne génération n'a pas. Mais par rapport aux valeurs musicales, aujourd'hui, nous, on joue avec un orchestre. Je vais demander à Alpha Blondy, qui est là avant nous, continue de tourner avec son orchestre. Tikenja, Mewe, Aïcha Kone, tu as tous ceux-là, Youssou N'Dour, Ismaël Lo. C'est cette école-là qui continue à tourner malheureusement, hein, je ne dirais pas heureusement, parce qu'on aurait bien voulu qu'il y ait comment on appelle, une génération qui prenne le relais. Mais cette génération n'arrive pas à avoir accès aux grands festivals dont nous parlons. Ouais, aujourd'hui, ça veut dire que pour toi, il y a une évolution, mais ça bloque certaines portes. Ça bloque certaines portes. Ça bloque. Aujourd'hui, on ne voit plus d'autres artistes sur des festivals. Vous allez remarquer que c'est les mêmes qui tournent dans les mêmes festivals. Ah, ça, et donc, cette flèche, elle est descendante. Donc, j'ai un jugement qui, de part et d'autre, est bien sur le côté de la visibilité des choses, mais qui est mauvais sur le côté des petites valeurs que nous avons perdues en route. On ne fait plus d'albums. Là, nous, on est en studio, on est à près de 10 titres, on n'a même pas encore une seule chanson qui est sortie, mais il y en a même pas 2 titres. Ils sont déjà sortis. Ouais. Mais nous, il faut qu'on finisse d'abord, on voit qu'est-ce qui sort, qu'est-ce que c'est. Donc ça, c'est la vieille école. Il y a plus d'albums que de singles. Il y en a qui font 10 ans de carrière pour avoir un album, parce qu'ils ont fait une chanson par année, et c'est au bout de 10 ans qu'ils ont 10 chansons. Or, la vieille école, les 12 ou les 10 chansons que tu dois avoir au minimum, tu les fais en un an. Donc, ce n'est plus la même... D'accord. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous parler de l'actualité sur GMC, c'est ça, GMC, votre solution digitalisée? General Management Corporation. C'est la solution digitalisée de récupération des droits d'auteur et tout ça. Exactement. C'est une solution qui fait son petit bonhomme de chemin. Nous sommes en expérimentation au Burkina Faso, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà conclu des accords avec ces pays-là qui vont permettre de déployer dans un premier temps. Et je crois que les autres pays vont suivre, puisque c'est maintenant qu'on va les présenter la solution dans des pays comme le Sénégal, le Mali, le Niger et le Togo. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est qu'à l'horizon 2030, l'Afrique n'ait plus un problème de récupération de données pour la répartition de ses droits. D'accord. Voilà. Assalfo, en tout cas, ça a été un honneur de t'avoir sur ce plateau. Franchement, je suis hyper content de t'avoir reçu aujourd'hui. C'est moi. Et pour finir, quel est le message que tu souhaiterais adresser aux artistes africains concernant les droits d'auteur et aussi ton expérience dans l'industrie? J'ai envie de dire aux artistes africains qu'aujourd'hui, jamais l'Afrique n'a été aussi au devant de la scène comme maintenant. Aujourd'hui, des artistes américains viennent s'inspirer de nos sonorités. Des artistes européens viennent s'inspirer de nos sonorités. Jamais notre diaspora n'a fait de retour aux sources comme ces temps-ci. Ça veut dire qu'en termes de croissance, notre secteur est le plus performant sur tous les continents confondus. Donc, l'heure est venue de nous mettre encore plus au travail, de nous former, de nous adapter aujourd'hui aux nouvelles technologies. Avec l'intelligence artificielle, on ne peut pas dire qu'on est en arrière par rapport aux autres. Il faut qu'on se mette au diapason des nouvelles technologies. Mais il faut surtout qu'on se forme. Il faut surtout qu'on essaie aussi de sortir de nos scènes. Un artiste, ce n'est pas celui qui va seulement sur scène pour chanter. Il faut qu'on essaie d'aller dans des conférences, il faut qu'on essaie de se cultiver sur Internet, il faut qu'on essaie d'aller au-delà de ce que nous savons, de s'imprégner plus de l'écosystème dans lequel nous sommes afin de pouvoir nous-mêmes nous rendre indépendants et pouvoir mieux mener nos carrières. Ça, je m'adresse plus aux nouvelles générations. Un succès, il peut s'estomper du jour au lendemain. Mais une connaissance, elle reste éternellement. Donc, priorisez la connaissance, ajoutez cela à vos talents et vous aurez de belles carrières.
prioriser la connaissance, il a dit le grand frère Salfo. Merci encore. Merci pour ton temps, merci pour tout ce que tu fais pour la musique ivoirienne, la musique africaine en général. Et en tout cas, nous avons été très, 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 très heureux de te recevoir aujourd'hui sur ce plateau, sur cette chaîne CFT, donc la chaîne de culture pour tous. Ouais. Merci de suivre, de liker, de vous abonner et de nous suivre. Merci encore, le grand frère. Merci beaucoup. Et bonne journée à toi. Merci beaucoup.